The new biology reveals that our mind is controlling our genetics and our behavior. And when I talk about the mind, I talk about there are two parts to the mind. There's the conscious mind and the subconscious mind. The conscious mind is the latest part of evolution. It's right behind our forehead right here. It's the part of the mind that we have our spirit, our personal identity with. The conscious mind is very creative. It's the one we can have positive thoughts and think about what we want in the future. The subconscious mind is more like a recording device. It records behavior, and then when you push the button, we play the behavior. So it's not creative, it's a habit mind. Well, for the longest time, we thought that our conscious mind, our creative mind, is controlling our life. And that's the mind with positive thinking and the wishes and desires. The conscious mind has what do you want from your life in it. I say, what do you want out of your life? What do you want? You say, I want happiness and health and success. And I say, oh, those ideas come from the conscious mind. And the subconscious mind is not creative, it just plays habits. Well, here's the problem. The conscious mind can think about the future. The conscious mind can think about the past. We can solve a problem in our head by not paying attention to here and just going up in our head. So the point, the conscious mind is always moving from thought to thought to thought, moving around. So I say, well then, if the conscious mind's not paying attention, then who is running the life day to day, all the things we do, driving the car, doing the job? If our mind is moving, it turns out our subconscious mind. So now we know that we are only creating our life 5% of the time with our wishes and our desires. 95% of our life comes from the habits. And I go, whoa, well then we have a problem, because the fundamental habits, the first habits that we learned them from our parents, from our family, and our community. And this is the beliefs that went first into our subconscious mind. So I say, when you are being conscious, using your conscious creative mind, you're doing what you want. But the moment the conscious mind moves and thinks about something, then by default, we go to the subconscious. Like, oh, but the main programs in the subconscious are other people's programs. We got them from our parents or from our family. And so now we find out 95% of our life is from the subconscious programs. And this is where a lot of issues come from, for a simple reason. I wish to be successful and healthy, and then I turn out to be a failure, or I turn out to have a disease, and I say, how come? And it turns out, because we're only working 5% with my wishes, 95% of the story from my family. So if my parents' behaviors created cancer, and they gave me the behaviors, then when I grow up, I will get the cancer as well. Not because I consciously want a cancer, but because my habits from my parents are playing 95% of the time. Well, this changes the way we do psychology for a very important reason. Because now we see the two minds as separate minds. Conscious is not subconscious. That conscious learns in a different way. Subconscious is more habit. Conscious is more creative. So I say, well, how can I educate a conscious mind? I say, read a book, read a self-help book. And I say, good, now you read the book. And I can give you a test at the end of the book. And I say, look, you got 100. You know everything in the book. I say, yes, your conscious mind has understood the book. And then I say, has your life changed? You go, it's the same life. How come? And I say, because you educated the conscious mind with reading, but you didn't change the subconscious mind. So you become more aware in your consciousness, and yet you still have the same habits in your subconscious. Psychology is like that as well. I can go back and find out, my mother did this, my father did this, my friends did this in my life, and that caused me to be crazy. And I say, oh, now I know all that. And I say, where is that knowledge? I say, oh, the conscious mind knows that. I say, now that the conscious mind is aware of why you're crazy, does your life change? And I say, no, because the conscious mind learns that way, the subconscious mind learns in a different way. So if you want to change the programming in the subconscious mind, which really runs our life, we can't have the conscious mind talk to the subconscious mind. Some people say, I'm going to give myself a good talking. I will tell myself not to do this again.
and it never works. And the reason is this. There is an entity in the conscious mind, you. And the subconscious mind is a machine. So you try to talk to the machine, but there's nobody in there. And that's why we are not successful at changing the old patterns. So there are 3 ways to change the subconscious mind. And this is the 3 ways the subconscious mind learns. The subconscious mind can learn from hypnosis. This is how we got the first 6 years of programming in our subconscious. The subconscious mind can learn from habit. If I repeat something over and over and over again, practice and practice and practice, the subconscious mind can learn it that way. And a 3rd way is new. It's called super learning. It's a way of like pushing the record button on a tape recorder. When you push the record button, it can download information. The new psychology, called energy psychology, activates the equivalent of super learning. So we don't have to go over your whole life experiences. In just minutes, we can take a belief that is not helping you, in minutes, and rewrite that belief in the subconscious, and you can walk away 10 minutes later, a completely different person. I'm very excited by this psychology because the world is in a lot of stress. We don't have a lot of time like the old-fashioned psychology takes years. The new psychology takes minutes. And this is very important for humans because we need to change our lives as soon as we can to create a better, sustainable world. La plupart des gens ne peuvent pas se concentrer, pour 2 raisons. Premièrement, ils n'ont jamais appris à se concentrer. Deuxièmement, ils n'ont jamais entraîné la concentration. La vie est une manifestation de l'endroit où vous dirigez votre énergie. C'est vraiment le cas. Et la chose par laquelle on devrait commencer, c'est voir l'énergie comme nous voyons l'eau. Si je prends de l'eau, si je prends un arrosoir, et que j'arrose le jardin potager, est-ce que la graine grandira ou est-ce que la fleur grandira ? Les deux, n'est-ce pas ? L'eau n'a pas la capacité de faire la distinction entre la graine et la fleur. Tout ce que j'arrose commence à grandir. L'énergie fonctionne de la même façon. Si je prends de l'énergie et que je l'investis dans quelque chose de négatif, ça grandira et deviendra plus négatif. Si je prends de l'énergie et que je l'investis dans quelque chose de positif, ça grandira et deviendra plus positif. L'énergie n'a pas la capacité de faire la distinction entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Toutes les choses dans lesquelles vous avez investi de l'énergie commencent à grandir et se manifester dans votre vie. Maintenant, vous êtes la somme totale des choses dans lesquelles vous avez investi votre énergie, à travers votre vie entière. Donc le but vraiment, dans la vie, est de comprendre qu'est-ce que vous voulez, quel est votre but dans la vie, qui et qu'est-ce qui est important dans votre vie, et d'être capable de diriger l'énergie dans cette direction, pour que vous puissiez manifester ceci dans votre vie. Donc où est-ce que l'on commence avec tout ça ? Ça commence par comprendre comment le cerveau fonctionne. Je dois vous dire qu'après avoir vécu 10 ans comme un moine célibataire dans un monastère à Hawaï, ceci est probablement la chose la plus importante que je peux partager avec vous, comprendre comment le cerveau fonctionne. Selon la perspective d'un moine, comprendre le cerveau et expérimenter le cerveau, et selon ma perspective et mon expérience du cerveau, les 2 choses que nous avons besoin de comprendre sont la conscience et le cerveau. Définissons ce que c'est. Définissons la conscience comme une boule de lumière. Donc imaginez une boule de lumière qui flotte. Appelons ça la conscience et mettons ça de côté. Maintenant définissons le cerveau. Définissons le cerveau comme un vaste espace avec plusieurs endroits à l'intérieur. Un endroit du cerveau est fâché, haineux, jaloux, joyeux, heureux, sexe, nourriture, choses, signes, technologie, un tas de trucs différents, ok ? Votre conscience, cette boule de lumière, peut se déplacer dans chaque endroit du cerveau dans lequel vous voulez la déplacer. Donc si votre conscience, cette boule de lumière, va dans un endroit heureux de votre cerveau, et elle éclaire cet endroit en particulier du cerveau, vous devenez conscient que vous êtes heureux. Êtes-vous heureux ? Non, vous êtes dans cet endroit de votre cerveau qui s'appelle le bonheur. Si cette boule de lumière va dans l'endroit fâché de votre cerveau, elle illumine cet endroit dans le cerveau. Êtes-vous fâché ? Non, vous êtes dans un endroit du cerveau qui s'appelle la colère. Et en utilisant votre volonté, le pouvoir de votre concentration, vous pouvez déplacer votre conscience, cette boule de lumière, à l'endroit de votre choix dans votre cerveau. Et la partie la plus importante, où votre conscience va, votre énergie afflue. Si votre conscience va dans la partie fâchée de votre esprit, votre énergie afflue à cet endroit. Cela renforce cet endroit en particulier. Donc ça, c'est la théorie. Donc faisons un petit exercice pratique pour voir si cela fonctionne ou si c'est juste un discours de moine. Ok ? Donc pour ça, j'ai besoin que l'audience participe. J'ai besoin que vous vous asseyez droit sur votre chaise et posez vos pieds à plat sur le sol. Et si vous êtes couché au fond de votre chaise,
Penchez-vous un petit peu en avant. Gardez votre colonne vertébrale droite, reculez vos épaules et gardez la tête alignée par rapport à vos épaules. Fermez les yeux. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire des chants ou se tenir la main. Jusqu'à plus tard en tout cas. Non, je plaisante. Donc prenez une grande inspiration, avec les yeux fermés. Une grande inspiration et expirez lentement. Reprenez une grande inspiration. Et ensuite, expirez lentement. J'aimerais que vous commenciez à devenir conscient de la chaise sur laquelle vous êtes assis. Est-ce qu'elle est confortable, pas confortable? La température de la pièce? Est-ce qu'il fait froid? Chaud? Et votre posture? Est-ce que votre colonne vertébrale est droite? Vos épaules un peu en arrière? Vous êtes assis un peu en avant? Votre tête est alignée à votre colonne vertébrale? Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de votre premier baiser? Est-ce que vous vous souvenez avec qui c'était? Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que ça s'est passé? À l'arrière de la voiture de papa? Derrière le garage? Comment était l'expérience? Et quelle était l'émotion associée à cette expérience? Pensez-y, ça ne fait pas si longtemps. Étiez-vous embarrassé? Nerveux peut-être? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de son prénom? Ok, certaines personnes rigolent et rougissent. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois? Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui est vraiment proche de vous, trouva la mort. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu un appel disant que cette personne que vous aimez vient juste de mourir? Comment est-ce que vous vous sentiez? Quelle était l'émotion associée à cette expérience? Est-ce que vous avez eu l'opportunité de voir le corps avant qu'il soit incinéré ou enterré? Est-ce que vous vous souvenez vous tenir à côté du corps, vous demandant est-ce que ça va aller, sachant que vous ne reverrez jamais cette personne? Comment ça a été pour vous? Ok, vous pouvez gentiment ouvrir vos yeux et vous asseoir au fond de votre chaise. Merci beaucoup d'avoir participé à cet exercice avec moi. Cet exercice est vraiment là pour vous prouver deux choses. L'une d'entre elles est qu'il y a une claire séparation entre la conscience et le cerveau. Deux choses complètement différentes. La deuxième chose, c'est que vous pouvez déplacer votre conscience à n'importe quel endroit dans votre cerveau. Est-ce que ce n'est pas intéressant? En l'espace de quelques secondes, j'ai fait passer votre conscience dans un endroit de votre cerveau où vous étiez en train de sourire et être un petit peu embarrassé, à un endroit où vous étiez tous tristes. Et cette tristesse se sent. La vibration de la salle a complètement changé. Et ça arrive toute la journée. Toute la journée, on laisse les gens et les choses dicter où notre conscience va. Et parce qu'ils décident où notre conscience va, c'est là que notre énergie afflue également. Quand l'énergie afflue à un endroit, ça crée des manifestations. Donc vraiment le but dans la vie, ce n'est pas vraiment de contrôler son cerveau, mais plutôt de contrôler où est-ce que votre conscience va à l'intérieur de votre cerveau. Donc ne contrôlez pas votre cerveau, contrôlez où est-ce que votre conscience va dans votre cerveau. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en apprenant comment... Donc, votre pratique spirituelle ou vos devoirs à emporter, c'est de contrôler où est-ce que votre conscience va dans votre cerveau durant la journée. Comment est-ce que l'on fait ça? On apprend l'art de la concentration. Premièrement, définissons qu'est-ce que la concentration. Je définis la concentration comme la capacité de garder votre attention sur une chose pendant une durée prolongée. Donc si je peux garder ma conscience sur cette jeune femme, en la fixant sur elle, et en me concentrant, si je laisse ma conscience, ma boule de lumière, s'en aller, je commence à être distrait. J'utilise ma volonté et je ramène ma conscience, et je la garde sur elle. Être capable de faire ça me permet de me concentrer. La plupart des gens ne peuvent pas se concentrer, pour deux raisons. Premièrement, ils n'ont jamais appris à se concentrer. Deuxièmement, ils n'ont jamais entraîné la concentration. Combien parmi vous, quand vous alliez à l'école, avaient des cours sur la concentration? Tous les jours, comme vous aviez les autres cours, comme la géographie, les maths et la science. Quelqu'un parmi vous? J'ai voyagé partout dans le monde, et j'ai posé cette question, et personne ne lève jamais la main. Combien parmi vous, lorsque vous étiez à l'école, avaient appris à se concentrer? Est-ce que ce n'est pas incroyable? On vous dit de vous concentrer, mais on ne vous apprend pas comment le faire. Quand j'ai grandi, on me disait tout le temps de me concentrer. Dandapani, viens te concentrer sur tes devoirs. Dandapani, concentre-toi à manger ta nourriture. Est-ce que quelqu'un veut montrer comment le faire? Non. Combien parmi vous avez des enfants? Combien parmi vous avez déjà demandé à vos enfants de se concentrer? Est-ce que vous leur avez montré comment faire? Non, n'est-ce pas? Si vous leur montrez pas comment se concentrer, comment vont-ils apprendre à le faire? Et ensuite, si vous voulez devenir bon dans quelque chose, vous devez vous entraîner. Si vous voulez devenir vraiment bon en concentration, vous devez vous entraîner toute la journée. Les gens sont bons en distraction, parce que c'est ce qu'ils pratiquent toute la journée. C'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de se concentrer.
Ils se sont juste entraînés à être distraits et ils sont devenus très très bons. Les gens manifestent des dysfonctionnements. Donc ça va être des blocages dans la vie, je voudrais mais j'y arrive pas, des sabotages. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de faire quelque chose au dernier moment, je me suis débrouillé pour me saboter, le manque de confiance. Toute ma vie, on m'a dit « t'es incapable, t'y arriveras pas, t'es pas assez bien, t'es pas assez intelligent, j'ai pas le talent, j'ai pas la conviction, j'ai pas la confiance en moi, j'ai pas le temps ». Et c'est cette croyance et ces peurs-là qui fait qu'on n'y arrive pas. Alors qu'en fait, on a la capacité pour. Quand on est dans une situation indésirable, c'est-à-dire quand ça ne va pas dans ma vie, j'ai 3 solutions pour me sortir de là. Accepter, améliorer, quitter. Je n'ai que ces 3 solutions-là. Eh bien, vous remarquerez que la plupart des gens ne choisissent aucune de ces 3 solutions-là et choisissent la 4e, qui est la plainte. Ouais, c'est dégueulasse, ils m'ont encore viré. Je me place dans le rôle de victime, je subis en me disant, à cause des autres comme ça, j'ai rien à faire. Je n'ai pas à me prendre en main. Les gens disent ah oui, on gagne sa vie, il faut bien gagner sa vie. Combien de fois on m'a posé la question comme indépendant, ça va, tu arrives à gagner ta vie? Et comme j'aime bien répondre, oui, ma vie, je l'ai gagnée à la naissance, c'est bon, ça c'est ok, merci. Aussi longtemps que je me mets en position de victime de la société, victime de ci, victime de ça, eh ben, le victime ne fait rien, puisque la responsabilité, elle est ailleurs. On va dire, c'est à cause de lui, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause… lui, il a de la chance que c'est un fils de riche. C'est tellement plus facile de critiquer que réellement de le faire. Donc, je vais dire, quand tu critiques quelque chose, au lieu de le critiquer, tu sais quoi, fais ce qu'il faut pour y arriver. Et ne me dis pas, tu ne peux pas y arriver, tu peux toujours trouver un moyen par le travail, par l'intelligence, ça s'apprend. Plus les gens ont peur, plus ils sont dans leur zone. Moi, j'appelle ça zone du connu, parce que j'appelle pas ça zone de confort, parce qu'au fond, elle n'est même pas si confortable que ça, puisqu'ils ont quand même peur de faire un pas de côté ou qu'il leur arrive un truc. Mais c'est la zone du connu. On crée sa prison soi-même, mais comme j'aime à le dire, il y a 2 choses que nous oublions, c'est que 1, nous y entrons tout seuls, puis 2, la clé est à l'intérieur. Et ça, nous l'oublions trop souvent. C'est très simple. Ton boulot ne te va plus. Quitte-le. Oui, mais tu crois que c'est si simple. Non. Si tu veux changer ta vie, tu remplaces tous tes mais par des donc. C'est aussi simple que ça. Oui, donc. Bah vas-y, fais-le. Saute. La grosse erreur que font les gens, c'est de dire « j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur ». Nombre de gens que je vais coacher me disent « non, j'ai peur de rien ». Ah oui? Vous avez peur de rien, pourquoi tu n'as pas réalisé tes rêves? Parce que si réellement la seule chose qui peut nous arrêter entre là où nous sommes et là où on veut aller, c'est-à-dire réaliser nos rêves, c'est notre peur. Parce que sinon, on serait en train d'avancer comme pas possible à vitesse grand V, on ferait des erreurs, on s'en ficherait. T'as vraiment pas peur? C'est difficile d'être courageux. C'est difficile de se remettre en cause. Tout ce qui est des défenses communes, ouais, mais ça, c'est les gens qui sont malades qui ont besoin de ça, moi je vais bien, ça c'est pour les fous, ça c'est pour les psys, ça c'est… Non, tout le monde a des peurs. Si j'ai vraiment des problèmes dans ma vie et que je veux modifier quelque chose, je vais obligatoirement aller voir mes peurs. Obligatoirement. C'est un fantasme de croire qu'on peut faire différemment. Il faut y aller, il faut s'y coltiner, quoi. Pour avancer sur son chemin de liberté, une chose primordiale, c'est d'être en paix par rapport à ce qu'on a vécu avec ses parents. Quoi qu'il se soit passé, c'est que ça devait nous servir dans notre vie, pour nous renforcer, pour aller vers un plus grand bien, pour apprendre à pardonner, etc. Mais c'est déjà être en paix. Tant qu'on n'est pas en paix avec nos parents, avec ce qu'on a vécu avec nos parents, on est bloqué, on ne peut pas avancer. Et puis notre société nous fait peur. Il faut dire aussi que des gens qui ont peur sont beaucoup plus manipulables. Il suffit de regarder un journal télévisé. Pendant une demi-heure, il a envoyé 29 minutes de peur et 1 minute d'amour. Donc, je baigne dans un univers de peur extérieur et intérieur. Du coup, je suis structuré dans ces peurs et on le vérifie très facilement. Regardez vos pensées. Si vous observez vos pensées, vous verrez que vous avez 9 pensées négatives pour une pensée positive. Tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, c'est la dose. On va mettre en avant la crise, on va mettre en avant le fait qu'on ne trouve pas de boulot comme on veut maintenant. On va se réfugier derrière cette peur en disant, ben voilà, j'ai raison de ne pas me jeter à l'eau, parce que tu vois, on ne trouve pas un travail comme ça, et qu'est-ce que je vais devenir? Je suis obligé d'aller tous les matins faire un boulot alimentaire, mais j'ai mon CDI, et au moins,
Cette peur-là de l'insécurité, de créer quelque chose où j'aurais pas forcément un CDI, va me mettre à l'abri, mais c'est une illusion. Ça nous met juste à l'abri de ne pas créer ce qu'on aurait envie de faire. Et on retrouve ça aussi dans un couple, la peur de quitter l'autre. Parce que la maison, parce que les enfants, parce que ci, parce que là. Donc on peut toujours trouver de bonnes excuses pour ne pas créer. Mais après, il n'y a pas de mal, de bien, il n'y a pas de tu as raison, tu as tort. Il y a du choix. Quel sens je veux donner à ma vie, quel désir j'ai vraiment profondément en moi et que j'aimerais exaucer et que je ne fais pas. Peur du rejet, peur de l'échec, c'est vrai, ce qui fait que beaucoup de gens restent à un endroit qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ont peur d'essayer et d'échouer. Mais après, tu as aussi la peur du regard des autres, c'est bien une des plus grandes peurs qui existent. Et le regard des autres, souvent, c'est ses parents, même à mon âge, ses parents ou ses proches, etc., les meilleurs amis. C'est-à-dire que par peur de la solitude, avec la peur du vide derrière ou je ne sais quoi, combien de gens vont faire, entre guillemets, n'importe quoi, même être mal accompagnés pour ne pas avoir à vivre ça, quoi. Ça, c'est impressionnant de voir que tous les signaux montrent qu'ils ne sont plus au bon endroit, ils y restent quand même par peur de la solitude. Il n'y a rien de mal à avoir peur. Le problème, c'est de se laisser paralyser par la peur. Est-ce que tu vas te laisser dominer par cette peur-là? Ou est-ce que tu vas être maître de ta vie? Ou est-ce que tu vas juste réagir bêtement à des peurs inconscientes qui ont été inscrites dans ton passé? Donc devenir vraiment maître de sa vie, c'est de dire « Ok, j'ai peur de quoi réellement ?» Prends un bout de papier, j'ai peur de quoi? Ok, j'ai peur d'échouer. Si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Donc au pire, je perds un peu d'argent, ok. Et au pire, bon, il y a peut-être des gens qui vont me critiquer. Et alors? Est-ce que je vais me laisser paralyser et pas vivre ma vie de mes rêves parce qu'il y a quelques personnes qui vont me juger? De toute façon, quoi que je fasse des choses ou que je fasse rien, de toute façon, je vais être jugé. Parce que les gens, de toute façon, projettent leurs propres peurs, leurs propres croyances, leurs propres filtres. Est-ce que je vais réaliser mes rêves ou est-ce que je vais constamment me focaliser sur ce que les gens pensent de moi? Il y a une phrase dans la spiritualité que j'aime beaucoup qui dit « Deviens qui tu es ». Eh bien, je vais accéder à qui je suis vraiment. Ce qui je suis vraiment qui m'était fermé avant. Et là, ça va se déployer en moi. Et du coup, ça va m'emmener ailleurs. Mais si tu vois que tu n'es pas prêt, que tu manques de courage, c'est pas grave, tu vas t'en occuper. Tu vas le créer, ce courage. Tu vas créer, encore une fois, cette estime de toi. Tu vas comme ça créer un projet que tu vas trouver solide. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais tu te mets en route et t'arrêtes d'être prisonnier d'une situation extérieure. Et ça prend peut-être du temps, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que chaque fois que je me suis mis en chemin, ça me donne de l'énergie. Ce qui bouffe l'énergie, c'est de stagner dans une situation et de ne rien faire. Ça, c'est le pire qui puisse nous arriver. Ça, c'est la petite mort, en quelque sorte. C'est qu'il y a une peur qui est derrière aussi. C'est la peur de vivre sa liberté. Quelle serait la puissance que j'aurais si je vivais vraiment cette liberté? Et j'ai rencontré beaucoup de personnes que je suis en thérapie qui étaient éloignées complètement de leur désir. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Je sais pas. Je sais pas. La loi de l'attraction, c'est pas vouloir quelque chose absolument et l'obtenir. Ça marche pas du tout comme ça. La loi de l'attraction, c'est vous attirer, nous attirons ce que nous sommes. Les émotions que vous cultivez, les pensées que vous cultivez s'amplifient. Tout ce à quoi vous donnez de l'attention s'amplifie. En fait, nous sommes des magiciens. Seulement, on ne sait pas forcément l'utiliser. L'intention, c'est une confiance en l'univers. Et dépasser ses peurs, c'est faire confiance. Je franchis cette marche, même si je ne sais pas ce qu'il y a derrière, même si je ne sais pas ce qui m'attend derrière, mais je fais confiance en l'univers parce que si je suis connecté positivement, l'univers va m'amener ce qui va être bon pour moi pour grandir. Donc ça ne sera pas toujours très agréable à franchir. Je ne dis pas que ça ne va pas être dur, qu'il ne va pas y avoir des moments qui vont être difficiles, mais c'est toujours pour mon plus grand bien et pour ma plus grande évolution. Et on devrait toujours commencer sa journée comme ça. Le matin en se levant, voilà, en disant « cette journée va être géniale ». Univers, je te mets au défi de créer ce qui est le mieux pour moi. Après, on l'appelle comme on veut, l'univers, la vie, le grand tout, le grand créateur, Dieu, on l'appelle comme on veut. Ce n'est pas important le terme qu'on y met. C'est l'intention. Et ce qui est incroyable, et il y a plein de personnes qui me confirment ça, ce que j'ai vérifié moi-même, c'est qu'au moment où on se dit ce oui et qu'on ouvre, il y a des rencontres qui se font, ce qu'on appelle les coïncidences. Il y a toute une série de choses qui arrivent à moi qui fait que mon chemin, il va se faire comme ça, sans que j'ai besoin de savoir les 10 prochains pas, parce que les pas, ils arrivent au fur et à mesure. Et ça, il y a quelque chose qui paraît magique, mais qui se vérifie encore et encore. La façon
dont on prend la vie est fondamental. Ne jamais faire d'un problème un ennemi. Et rien de ce qui nous arrive est contre nous. Si vous prenez le temps de réfléchir, quels sont les échecs que vous avez vécus, même si c'était pas rigolo sur le moment, qui au fond ont été des chances? Est-ce une opportunité ou est-ce un énorme problème? Est-ce la fin ou est-ce le début? Quand on observe la nature, sur toutes les saisons, le printemps, c'est l'émergence de tous les bourgeons. L'automne, il y a tout qui tombe et qui se flétrit. Est-ce que je choisis de focaliser sur ce qui tombe et ce qui se flétrit par terre et qui va créer de l'humus, et c'est pour un bien, ça va nourrir la terre, donc il y a besoin de ce phénomène-là? Ou est-ce que je me focalise, moi, sur la renaissance et sur tout ce qui va pousser? C'est toujours une question de choix. Où c'est que je veux porter mon regard? Le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de le créer. Et à la fin, tout va bien aller tant qu'on sème les bonnes graines. Ben, j'ai décidé de me focaliser là-dessus parce que bizarrement, je me sens mieux, parce que j'ai découvert une chose, la meilleure chose que je puisse faire pour le monde est de devenir le meilleur de moi-même. Tout est en nous.